soir, le bon voisinage célébré récemment à Boboté, dans la commune d'Abobo, une cérémonie dans la joie et la bonne humeur. Toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires se sont accordés sur une trêve de 5 ans. Le document a été signé hier. Enfin, il y a 51 ans, le 18 août 1966, la Chine faisait sa révolution culturelle prolétarienne. Une initiative de Mao Zedong, alors fondateur du régime communiste. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Comment vivre en bon voisinage? Que nous vivions en maison basse ou en appartement, nous devons faire des efforts pour que la bonne entente soit de mise. Eh bien, les habitants du quartier à Boboté, dans la commune d'Abobo, nous expliquent que ce soir, cette loi sur le vivre ensemble, à Boboté étant composée de tous les peuples, ils ont donc organisé une journée du bon voisinage et de la solidarité. Les temps forts de cette rencontre avec Herman Niamien. Fortuné Kouadio habite depuis 5 ans le quartier à Boboté dans la commune d'Abobo. Ce responsable commercial accorde un intérêt particulier au bon voisinage. Je pars plusieurs fois en mission et ma maison est ouverte. Il n'y a pratiquement personne. Si je ne suis pas en bon voisinage avec ceux qui sont autour de moi, c'est compliqué. Parce que si j'ai ma fille qui est malade, si à la maison j'ai quelqu'un qui est malade, c'est le voisin d'abord qui est le premier témoin. Et c'est eux qui vont m'appeler avant que je rentre en contact avec ma propre famille. Donc le voisin est ton premier Dieu d'abord. Le premier Dieu de Fortuné Kouadio à Boboté, c'est donc Sidiki Traoré. C'est à lui qu'il confie sa famille chaque fois qu'il part en mission. Nous vivons ici en parfaite harmonie. Donc il faut toujours, quand tu pars en mission, je reviens, alors je viens rendre visite à la famille qui a protégé ma maison avant mon arrivée. Vraiment, il aime tout le monde. Il n'y a pas affaire de musulmans ou bien chrétiens. C'est-à-dire, dans le quartier, vraiment, on est tous la même chose. Si c'est fête des chrétiens, on est chez lui. Quand c'est pour les musulmans, il est chez moi. C'est ce bel exemple de vie en société qui a poussé les habitants du quartier à mettre sur pied cette association dénommée Association Solidarité. À travers cette initiative, ils entendent renforcer la cohésion en leur sein et aussi montrer aux plus jeunes l'intérêt d'une bonne cohabitation. Si ton voisin, tu pars, tu ne dis pas bonjour à ton voisin. Si jamais il lui arrive quelque chose, il t'arrive quelque chose, à qui tu vas t'adresser si c'est qu'à ton voisin? Ton frère n'est pas là, ton parent n'est pas là. C'est ton premier voisin qui est ton premier parent. Si nous sommes unis au sein de l'association, je pense que les querelles, on ne va même pas les voir. Que ceux qui sont dans les besoins, si nous autres, nous sommes là pour les aider, quelle parole il y aura? Pour cette cérémonie de sortie officielle de l'association, les initiateurs ont pris pour parrain le président de la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Pour Farikou Soumaoro, de telles initiatives méritent d'être soutenues. Tu peux avoir des frères, tu peux avoir des soeurs, mais peut-être qui n'habitent pas avec toi. Mais si tu as un malheur, c'est le voisin qui est le premier à être informé. Donc vraiment, il faut cultiver le bon voisinage. L'association Solidarité, à partir de cette présentation officielle, entend mener de nombreuses actions afin d'améliorer le cadre de vie des habitants du quartier à Boboté. Déjà, elle veut s'attaquer au problème d'accès au quartier par cette voie d'engrais pétro-ivoire qui manque de canalisation. On poursuit avec cette annonce du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les préinscriptions au titre de l'année universitaire 2017-2018 dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire vont se faire du 21 août au 22 septembre 2017. La ministre Ramata Libakayoko précise que, passé ce délai, les bacheliers non inscrits ne pourront pas être orientés. Passons à présent à un tout autre sujet. C'est la fin du bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord portant revendications et trêve sociale de 5 ans. La signature de ce document s'est déroulée à la primature. Les détails avec Serge Collet. Une trêve sociale en Côte d'Ivoire entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. C'est l'aboutissement d'un processus de négociation, mais surtout d'une longue période de grève à répétition, jugée parfois intempestive par les autorités.
Avec cet accord signé ce jeudi 17 août, à quoi doivent désormais s'attendre les Ivoiriens? Une trêve sociale n'est rien d'autre qu'une période où vous prenez possession de tout le dossier, tous les contours de dossier, tous les paramètres de dossier, avant de donner une décision finale. Donc pour résoudre définitivement le problème, on demande une période. Et cette période, c'est ce qu'on appelle la trêve. 5 ans pour résoudre de façon progressive les revendications, notamment celles liées au stock des arriérés de salaire. C'est l'engagement que doit tenir le gouvernement. Les travailleurs et responsables syndicaux, quant à eux, sont appelés à respecter la trêve sociale. Si avant les 5 ans, tous les partis respectent l'accord, il n'y a pas de problème. L'accord, c'est sur la bonne foi des uns des autres, sur la bonne foi des uns des autres. Et je pense qu'une fois que c'est signé, par chaque camp, on met les moyens pour respecter. La trêve sociale fait-elle seulement appel à la bonne foi des signataires? Autrement dit, a-t-elle un fondement ou une contrainte juridique? Il y a un fondement juridique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un accord suite à une négociation. Les documents sont déposés au niveau du tribunal, donc il y a un suivi qui est fait. Fondement juridique ou contrainte morale, la trêve sociale a ceci de particulier. C'est que chacune des deux parties doit faire amende honorable pour préserver la paix sociale. Il faut cultiver le manioc pour faire reculer la faim et la pauvreté. Cet appel a été lancé récemment aux populations rurales par l'organisation non gouvernementale Action Femmes d'Afrique pour le développement. Les responsables de cette structure ont rencontré les agriculteurs de Meko et de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région centre-est du pays. Les explications de Charles Tatou de RTI Boaké. Autrefois nourriture de base de certains peuples du pays, le manioc. Ses dérivés, on n'en compte plus. La création donc des différents produits dérivés du manioc suscite aujourd'hui une ruée des industriels vers les campagnes. Cette belle opportunité, l'ONG AFA veut la faire saisir aux populations rurales de la région d'Unzi. L'ONG AFA, il faut le savoir, est une actrice du domaine de la lutte contre la pauvreté. Elle multiplie la sensibilisation dans ce sens. En tournée dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, la sous-préfecture de Meko a constitué la première étape de sa visite. Ici, élus locaux et autorités administratives se sont joints aux responsables de l'ONG pour expliquer l'importance des activités de la nouvelle filière agricole qu'est le manioc. Du matériel agricole et des motos ont été offerts pour permettre d'accroître la production de la localité. Nous avons offert les unités de transformation. Donc c'est important de sensibiliser les parents, de les amener, c'est la saison. Et donc il faut les amener à travailler encore plus au champ. Nous avons un défi à relever, c'est de faire plus de 3000 hectares cette année. L'année passée, nous avons pu faire 580 dans les 3 départements. Après Meko, la caravane du manioc s'est rendue à Kwasi-Kwasi-Kro, chef-lieu de département du même nom. Ici également, même mobilisation des autorités locales et leur population. Même message et même don pour le même objectif. Dans l'actualité nationale également, le corps préfectoral mobilisé contre le sida. Les préfets ont exprimé récemment leur engagement dans la lutte contre le VIH. On fait le point avec Éric Goré. Les membres du corps préfectoral renforcent leur capacité dans la lutte contre le VIH. Bientôt, ils recevront dans leur localité des agents enquêteurs du domaine du VIH. C'est pour faciliter ce travail à ces agents enquêteurs que les premiers responsables de l'administration territoriale sont formés. Cette enquête a pour but de faire l'état des lieux du VIH en Côte d'Ivoire, avec comme cible principale les ménages. C'est une enquête qui est différente des enquêtes que nous avons eu à mener jusque-là, en l'occurrence l'enquête de démographie et de santé, qui date déjà de 2011. Et la particularité de cette enquête, c'est qu'elle va nous donner des informations que nous n'avons pas encore eues jusque-là. Les préfets sont conscients du défi à relever pour le succès du projet. Au nom de ses pairs, Yao Benoît, préfet du Bafing, a dit l'engagement des préfets à accompagner cette action de lutte contre le VIH. Pour que la population soit réceptive à ce projet, nous ne ferons que les appeler, nous ne ferons que tenir des rencontres et les sensibiliser pour leur faire part
de l'intérêt que nous avons, que toute la population a à connaître sa sérologie pour prendre des précautions. Cette enquête nationale sur l'évaluation de l'impact du VIH est aussi soutenue par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, une ONG américaine. Un championnat de football dédié à Laurent Pokou, ancienne gloire ivoirienne du ballon rond, est décédé en novembre 2016. Le tournoi Laurent Pokou va débuter demain, samedi 19 août, à Blocos, village situé dans la commune de Cocody. Ce rendez-vous veut réunir la jeunesse et renforcer la cohésion sociale. Les explications de Samuel Metch du service sport. Comme l'année dernière, le village de Blocos à Cocody va vivre des vacances au rythme du football. Pour cette occasion, la presse sportive a été conviée au lancement de la deuxième édition d'un tournoi de football dénommé Tournoi Laurent Pokou en hommage à l'homme d'Asmara. Présenté par Dominique Diagou, ex-défenseur du stade d'Abidjan et son épouse, le trophée sera la convoitise de 4 équipes issues du village de Blocos. Torino FC, Arrêt FC, Katangé FC et Riki FC, le vainqueur de l'édition 2016. Laurent Pokou, que vous connaissez tous, un joueur pétri de talent. C'est pour lui rendre hommage que j'ai décidé de dédier cette deuxième édition à son nom. La coupe sera dotée d'une prime de 300 000 francs pour le vainqueur et 150 000 francs pour l'équipe. Et il y aura aussi une coupe pour le meilleur buteur. Synonyme de match d'ouverture, la première demi-finale, prévue le 20 août, opposera Torino FC à Arrêt FC. Riki FC, le champion sortant, et Katangé en découdront lors de la deuxième demi-finale le 27 août, avant la grande finale le 3 septembre au stade Gaumont de Blocos. 14 morts et plus de 130 blessés. L'Espagne endeuillée aujourd'hui par 2 attentats survenus à Barcelone. Le pays a décrété 3 jours de deuil national. À noter que les 2 attaques ont été revendiquées par l'organisation de l'État islamique. Une enquête a également été ouverte. 4 suspects sont déjà entre les mains de la police. Enfin, 18 août 1966 en Chine, c'est le début de la révolution culturelle prolétarienne. La jeunesse de Pékin, de Shanghai, se mobilise contre le président de la République, Liu Shaoqi. Il s'agit là d'une action planifiée et organisée par Mao Zedong, fondateur du régime communiste et de la Chine dite populaire. Ce plan vise à restaurer son autorité sur le Parti communiste chinois. Le 18 août 1966 débute la révolution culturelle prolétarienne. Planifiée par Mao Tse-tung, 73 ans, fondateur du régime communiste et de la Chine dite populaire, elle vise à restaurer son autorité sur le Parti communiste chinois PCC. Après l'échec dramatique du grand bond en avant, Mao, qui est toujours le président du parti, mobilise la jeunesse lycéenne de Pékin et Shanghai contre le président de la République Li Shaoqi et Deng Xiaoping. Ceux-ci représentent l'aide droite pragmatique au bureau du PCC. Ils sont accusés de révisionnisme et se voient reprocher de sacrifier l'idéologie aux impératifs du redressement économique. Deng Xiaoping est soumis à une rééducation forcée et Li Shaoqi meurt en prison. Emportés par leur élan, les jeunes de toutes conditions sociales se rassemblent sous l'étiquette de garde rouge. Ils brandissent le petit livre rouge des pensées du président Mao, un recueil de formules prud'homesques que tout bon révolutionnaire se doit d'apprendre par cœur et répéter à tout propos. Ils multiplient les réunions politiques et les rassemblements de masse, s'expriment par Dazibao, affiches manuscrites et bousculent au sens propre et au sens figuré les institutions du pays. Dans les 2 années qui suivent, ils lynchent à mort leurs maîtres et les supposés représentants de la bourgeoisie. Ils saccagent aussi les temples, les monuments patrimoniaux ou encore les magasins en relation avec l'ordre ancien. Ils brûlent des livres anciens. Humilié, le grand écrivain Lao Tse choisit de se suicider
plutôt que de se rendre à une convocation de la police. La révolution culturelle séduit par ses outrances une frange de la jeunesse estudiantine et bourgeoise d'Occident. Les représentants des droites européennes comme Alain Périfit ou Valéry Giscard d'Estaing n'échappent pas à la maolâtrie ambiante. Le 27 janvier 1968, Mao décide enfin de mettre fin aux turbulences de la révolution culturelle. Sur son ordre, le chef de l'armée, Lin Biao, expédie 17 millions de jeunes gardes rouges dans les campagnes et les confie aux mauvais soins des paysans. Beaucoup deviendront du coup des opposants déterminés au maoïsme. En septembre 1971, Li Biao, connu comme l'auteur du Petit Livre Rouge, et le dauphin de Mao est bien que malade soupçonné par ce dernier de vouloir le renverser. Il s'écrase en avion en tentant de s'enfuir en URSS. Les troubles ne s'arrêtent pas pour autant. Ils se prolongent jusqu'à la mort de Mao le 9 septembre 1976 du fait du conflit entre sa femme Jiang Qing, qui tente de relancer la révolution culturelle, et le premier ministre Zhou Enlai. La révolution culturelle se solde en définitive par plusieurs millions de victimes et un profond recul de l'économie du pays qui ne pèse plus que 3 à 4% de l'économie mondiale. Voilà des précisions de Herman Niamia. Très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.